Alors maintenant, coup de projecteur sur l'entrepreneuriat dans cette prochaine plénière. Et pour l'animer, un serial entrepreneur depuis plus de 20 ans, Majid El Jaroudi, venez me rejoindre sur scène. On peut l'applaudir également puisqu'il a fondé l'ADIV en 2009, l'Agence pour la diversité entrepreneuriale. Et on est au cœur du sujet qui nous intéresse, Majid. Comment on fait décoller cette diversité entrepreneuriale? On attend des solutions évidemment concrètes qui fonctionnent. Vous avez jusqu'à 12h43 pour nous en parler avec vos invités. Je vous laisse prendre place et je surveille le temps. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être là pour la deuxième année consécutive. C'est pas la dernière. Donc je vais appeler mes invités. Bouchra Liwat, KPMG. Élise Gignoux, Generali. Flavio Costa Barbosa, de Jus de Mama. Awad Ramé, Time to Start. Et Bruno Laforesterie, Radio France. Alors, on a également Samira Djouadi, qui doit être en visio avec nous. Elle est là. OK. Alors, je vais commencer par un petit propos liminaire, quelques éléments. Donc, moi, je suis Majid El Jaroudi, je suis le fondateur de l'ADIV, l'Agence pour la diversité entrepreneuriale. Donc, ça tombe bien, puisque c'est le titre de la plénière. Comment faire décoller la diversité entrepreneuriale. Et donc, en effet, j'ai créé cette organisation il y a 9 ans, en 2009, donc il y a 13 ans, pardon, sur le constat qu'il y avait très peu de soutien aux entrepreneurs, en particulier dans les quartiers où issus de minorités, en termes de développement, d'aide au développement et d'accès à la commande privée et publique. Et donc, notre objectif, c'était donc d'accompagner ces entrepreneurs dans l'obtention de marchés publics ou privés auprès des grandes entreprises, notamment. Peut-être, il faut savoir d'où on part. Voilà, on a beaucoup parlé des quartiers. On parle de diversité, on parle des quartiers. Alors, un entrepreneur des quartiers, c'est quoi? C'est qui? C'est quelquefois, trop souvent, un personnage un peu fantasmé. Alors, j'ai quelques éléments. Donc, un entrepreneur des quartiers, c'est un entrepreneur comme les autres. C'est des évidences, mais il faut les rappeler quand même. 70% d'entre eux sont des hommes, 30% sont des femmes. C'est la moyenne nationale, à peu près. C'est des entrepreneurs qui créent essentiellement dans le domaine du commerce et de la restauration. Plus de 40% des créations d'entreprises sur ces territoires sont dans ces métiers-là. C'est 27% dans les services. C'est 20% dans le BTP. On a souvent pensé que ce sont des entrepreneurs qui créent parce qu'ils avaient des difficultés d'accès au marché de l'emploi. C'est faux. C'est exactement la même chose que sur le reste du territoire national. Donc, ce sont des entrepreneurs qui créent parce qu'ils ont une opportunité de création d'entreprise, pas pour créer un emploi. C'est plus vrai pour les micro-entreprises, on en parlera tout à l'heure avec les auto-entrepreneurs, qui, dans les quartiers, créent souvent cette activité de micro-entreprise parce qu'ils ont des difficultés d'accès à l'emploi, mais ce n'est pas vrai pour des entrepreneurs qui créent des organisations avec des salariés. Les difficultés qui sont rencontrées par ces entrepreneurs sont assez spécifiques pour le coup, avec une vraie difficulté d'accès à la finance, aux capitaux, une vraie difficulté d'accès au marché global. Les clients de ces entrepreneurs sont souvent des clients hyper locaux, donc difficulté à sortir de la dimension du quartier. Et ce sont des entrepreneurs qui ont besoin d'un accompagnement un peu spécifique sur l'apprentissage du métier de chef d'entreprise. Il faut savoir que ça a beaucoup évolué. Nous, quand on a commencé en 2009, c'était à peu près un entrepreneur sur 10 qui était accompagné par les réseaux d'accompagnement. Aujourd'hui, c'est un entrepreneur sur 5. Donc, il y a encore de la marge, il y a encore beaucoup d'accompagnement à faire, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne sont pas accompagnées au moment de la création de leur entreprise. Alors, quand on a parlé des quartiers, on a parlé d'un public territorial spécifique. Moi, j'aimerais qu'on parle aussi de diversité. Moi, de diversité ethnique. J'ai souvent été frustré, à ma petite échelle, de ne pas pouvoir traiter directement du sujet. Et donc, avec des collègues européens, on a participé à la réalisation d'une étude sur les entrepreneurs issus de l'immigration en Europe, dans 8 pays européens. Alors, cette étude, je vous la présente, elle est ici. Ça s'appelle Minority Business Matter. Elle est téléchargeable sur le site du think tank qui l'a réalisé, qui s'appelle opennetwork.net. Donc, c'est en libre accès, hein, c'est gratuit.
Et cette étude elle est très intéressante puisqu'elle a utilisé un logiciel français d'intelligence artificielle qui a traité toutes les données au niveau européen des entrepreneurs euh, et qui a extrait tous les entrepreneurs issus d'immigration sur la base du patronyme. Et on arrive à des résultats assez phénoménaux. Le chiffre d'affaires généré dans ces 8 pays par ces entrepreneurs, par les entrepreneurs issus de diversité ethnique, c'est 570 milliards d'euros annuels. Ces entrepreneurs, ils emploient en Europe 2,7 millions de personnes. Pour la France, on a fait une étude spécifique également pour la France, on arrive à des chiffres assez incroyables également, 120 milliards d'euros de chiffre d'affaires qui sont générés par des entrepreneurs issus de l'immigration, et pour un total de 584 000 employés dans leurs entreprises. Les difficultés qui sont recensées sont exactement les mêmes, pour le coup, que les difficultés qui sont identifiées pour les entrepreneurs des quartiers. C'est l'accès au capital et c'est l'accès au marché. Et c'est pour ça que nous, on a donc développé un programme de soutien au développement de ces entreprises au niveau européen. Mais ceci étant dit, on va revenir maintenant à la base. Il me semble important de rappeler qu'il y a deux étapes dans la création d'entreprise. Enfin, dans le processus entrepreneurial, il y a l'étape d'amorçage, de création, qui prend du temps. Et ensuite, il y a l'étape de développement. Et on va donc discuter de ces deux moments-là avec nos experts. Alors, Samira m'a demandé si elle pouvait intervenir plus tôt, parce qu'elle n'est pas parmi nous, elle est au Qatar. Samira, tu nous vois, tu nous entends? Samira, tu nous entends? Ah, moi, je vous entends. Ouais, on t'entend parfaitement. Donc, Samira, Ah, vous m'entendez? ça a commencé. Ah, super. Donc, Samira, bon, déjà, comment ça se passe au Qatar, hein? Écoute, super. Super. D'abord, il fait très, très chaud. Donc, voilà. Et sinon, écoute, super Coupe du Monde avec une ambiance de dingue. En plus, une équipe de France qui a déjà gagné ses 2 premiers matchs. Donc, vraiment super avec vraiment des Qataris qui ont mis tous les moyens pour que les supporters fassent une Coupe du Monde extraordinaire. Donc, vraiment super. Un cadre exceptionnel, une organisation incroyable. Donc, nos gamins sont aux anges et voilà, et découvrent aussi qatari. Peut-être tu peux expliquer un petit peu ce que tu fais au Qatar, parce que tu n'es pas uniquement parti voir des matchs de foot. Exactement. D'ailleurs, là, en ce moment, je vais juste retourner ma caméra que vous puissiez voir. Donc aujourd'hui, je suis avec tous nos jeunes. On est venu rencontrer des enfants qataris dans une école. Et bien entendu, on est venu voir les matchs de l'équipe de France. Mais l'objectif du projet, c'est de faire découvrir à nos petits jeunes qui viennent des quartiers et aussi des enfants autistes que nous avons emmenés avec nous, découvrir la culture qatari. Donc aujourd'hui, c'est une école qui est d'ailleurs l'école où a été la femme du père de l'émir, Cheikh Hamoza. Et donc, c'est une école qui est tenue par des femmes et qui crée en plus leur entreprise. Donc, on est dans le thème, Majid. Aujourd'hui, je suis avec des femmes entrepreneuses qui, justement, travaillent pour subvenir à leur village, subvenir à leur famille. Et donc, on a permis à nos gamins de découvrir ce moment-là extraordinaire. Mais ils ont fait plein d'autres choses. Ils sont allés dans le désert, ils sont allés voir des archéologues, ils sont allés dans la mangrove, ils ont rencontré des entreprises françaises comme Total et Veolia pour parler métier, pour aussi expliquer leur rôle ici au Qatar. Donc, un voyage extraordinaire sur le plan et culturel et d'apprentissage aussi, bien entendu. Alors, toi, tu as plusieurs casquettes. Donc, tu as la casquette de délégué général de la Fondation TF1, mais tu es aussi entrepreneur. Et donc, le sujet de notre thématique aujourd'hui, c'est comment faire décoller la diversité entrepreneuriale. Et donc, d'une part, avec ton rôle un peu corporate, de quelle manière, justement, vous intervenez, vous pouvez soutenir des entrepreneurs détenus par des personnes issues de la diversité. Et d'autre part, toi, en tant qu'entrepreneur social, quelles sont les difficultés que tu as identifiées spécifiquement et quelles sont les solutions qu'on pourrait y apporter? Effectivement, donc, alors moi déjà, effectivement, le sujet de l'entrepreneuriat, c'est un sujet qui m'intéresse depuis très longtemps parce que effectivement, je pense que nous, entreprises, nous avons un rôle très, très important pour intégrer ces jeunes entrepreneurs qui montent leur boîte
et qui ont souvent des expertises qui peuvent apporter une valeur ajoutée à nos entreprises. Et d'ailleurs, c'est pour cela que depuis quelques années, on a permis à nos collaborateurs d'accompagner des entrepreneurs parce qu'on part du principe que dans nos boîtes, on a plein d'experts, métiers qui sont brillants dans leur domaine. Et souvent, l'entrepreneur, il a monté sa boîte, il a monté son idée, mais il n'a pas toutes les casquettes, il n'a pas en tout cas toutes les expertises qui vont lui permettre que son entreprise puisse continuer à se développer et à s'enrichir, etc. Et l'idée était de se dire, on va demander à nos collaborateurs d'être des parrains de ces entrepreneurs pour à la fois les aider sur des niches de métiers du type sur le juridique, par exemple, sur la partie RH, sur la partie marketing, etc., qui souvent, eux, sont des experts dans nos boîtes. Et puis, les accompagner. Alors, c'est assez marrant parce que très souvent, les entrepreneurs ne s'arrêtent pas à cette mission, continue à accompagner, même des fois à titre très personnel, ces entrepreneurs parce que ils se rendent compte d'abord de la difficulté d'être entrepreneur pour commencer et qu'à un moment donné, ça les sort de leur cocon. Et ça, c'est une vraie richesse pour nous, entreprises. Et en même temps, oui, moi, j'ai toujours été malgré moi, en fait. C'est les années qui m'ont, en regardant un peu tout ce que j'ai pu entreprendre, que finalement, je me suis rendu compte qu'on était aussi tous, quelque part, des entrepreneurs sociaux à partir du moment où on agit dans notre société, on essaye de répondre, en tout cas à des problématiques. Et effectivement, j'ai monté plein d'associations pour répondre tout simplement à un problème de recrutement, pour répondre à un problème de stage pour des enfants en troisième, etc., dans l'illettrisme, dans le milieu professionnel. Et effectivement, c'est cette manière d'entreprendre qui fait qu'à un moment donné, on peut faire bouger les lignes, même si on est en entreprise, on peut avoir un rôle très important dans notre société. Et l'entrepreneuriat permet justement cette latitude d'agir et de faire changer les choses. Et moi, je crois beaucoup en l'entreprise, et je l'ai toujours dit, c'est grâce aux entreprises que notre société peut changer. Et donc, les grandes boîtes ont un rôle pour ces entrepreneurs, pour les accompagner, pour leur permettre d'être aussi un client, un fournisseur de nos entreprises et apporter cette diversité, parce que la diversité, elle passe aussi par la relation de nos partenaires. Et les entrepreneurs sont des partenaires de nos entreprises. Et ça, c'est hyper important. Et on doit être capable de pouvoir s'ouvrir je dirais, à cette niche d'entrepreneuriat qui va faire qu'à un moment donné, on va nous amener vers autre chose et une ouverture qui va enrichir notre entreprise. Parce qu'on n'oublie pas l'essentiel, c'est le business. Et pourquoi pas par ce biais-là. Et je pense que par ce biais-là, il sera encore beaucoup plus riche. Ce qui est assez frappant avec les entrepreneurs dans les quartiers et les entrepreneurs issus de la diversité, c'est que souvent, ils utilisent justement le véhicule de l'entrepreneuriat, de l'entreprise, pour s'attaquer à des problématiques sociales ou environnementales. Et du coup, ces entrepreneurs qui sont assez innovants, finalement, dans leur approche, vont être en mesure d'apporter des solutions assez concrètes à des grandes entreprises comme le groupe TF1. Mais on va revenir justement à Awa, je vais te donner la parole. La première étape, c'est justement l'amorçage et puis la génération de l'idée. Toi, déjà d'une part, est-ce que tu peux te présenter et comment tu interviens auprès de ces porteurs de projets? Alors, merci Madi. Donc, moi, c'est Awa Dramé. Je suis la présidente fondatrice de Time to Start, qui est un incubateur, un dispositif d'accompagnement à la création d'entreprises et effectivement destiné en priorité aux porteurs de projets et aux porteuses de projets issus des quartiers populaires. Donc, on a différents axes d'intervention. Donc, la sensibilisation, on va vraiment aller informer, parce que tu parlais notamment des femmes qui ne sont pas assez représentées, les porteurs de projets qui sont dans ces quartiers en leur disant il y a des dispositifs qui existent d'accompagnement, donc il y a un vrai travail d'information à mettre en place. Et puis après, on va accompagner ces entrepreneurs sur des formats d'incubation qui durent une année, avec des ateliers d'experts, avec du coaching, du mentorat, un suivi individuel poussé. Et puis on va aussi s'appuyer sur justement l'écosystème pour aller chercher de l'expertise. Notre premier partenaire expert, ça a été KPMG. Donc avec Bouchra qui nous a fait confiance et qui a mobilisé des collaborateurs et qui mobilise encore aujourd'hui des collaborateurs de chez KPMG qui vont intervenir directement auprès de nos entrepreneurs pour les accompagner, pour les soutenir, pour les conseiller. Et donc notre métier finalement, c'est faire un peu la passerelle entre l'expertise qui est existante
et les besoins des entrepreneurs. Juste pour revenir un petit peu à finalement le process, je suis d'accord qu'effectivement, il faut intervenir très tôt. Je pense qu'on a besoin aussi d'une culture entrepreneuriale dans nos quartiers. Et je vois qu'il y a des structures qui interviennent au lycée, au collège. Je connais par exemple l'association Les Pilotes qui intervient très tôt. Et je trouve que c'est important. Il faut aussi informer. Donc il y a des actions comme on peut mettre en place, nous, dans les quartiers, qui viennent pour justement renforcer l'information et puis l'accompagnement et l'accès au financement. Donc, on a créé le fonds Sens, dont on a parlé un peu ce matin, avec PwC notamment, qui nous a accompagnés sur toute la structuration, qui a lancé ce fonds avec nous et avec l'ascenseur pour aujourd'hui permettre aux entrepreneurs d'accéder au plus vite à des prêts gratuits. D'ailleurs, après cette session, vous aurez l'occasion d'écouter le pitch de 3 entrepreneurs qui candidatent justement au fonds Sens. J'ai une question complémentaire à avoir parce que ces entrepreneurs ne sont pas faciles à trouver. Comment vous procédez justement pour les identifier? Je pense que quand on décide de finalement s'engager pour l'entrepreneuriat inclusif, on ne peut pas le faire seul. Je pense que la première étape, c'est de comprendre quel est l'écosystème actuel, qui sont les acteurs présents, travailler avec les missions locales, avec Pôle emploi, avec les associations de quartier, être présent sur le territoire. Il y a vraiment une action terrain à mettre en place. Ça prend beaucoup de temps. Je pense que c'est l'axe le plus compliqué, c'est informer les gens, être sur le terrain. Nous, par exemple, on a mis en place un concours qui s'appelle Pose ton idée. C'est un concours de pitch qui a lieu dans le quartier, dans la cité. On met une scène dehors, exprès dehors, pour faire du bruit. On met de la musique, on fait venir les gens et faire en sorte que les acteurs de l'accompagnement puissent aussi venir à ces temps-là et parler de ce qu'ils font. Donc, il y a vraiment un gros travail de sensibilisation, d'information, mais c'est possible grâce à nos partenaires. Et si aujourd'hui, on passe un cap, encore une fois, c'est aussi grâce à d'autres partenaires. Récemment, nous, on a été, par exemple, soutenus par la Fondation Entreprendre. Si aujourd'hui, on peut faire plus d'actions, c'est parce qu'on a ce soutien-là. Donc, encore une fois, c'est le collectif qui fait l'impact. Oui, ça c'est très important parce que pendant trop longtemps, les opérateurs travaillaient un peu en silo, les uns à côté des autres. Et ce maillage territorial que tu réalises avec d'autres acteurs, justement, il est nécessaire pour toucher encore plus de public. Comme je vous l'ai dit, c'est un entrepreneur sur 5 qui est accompagné par les réseaux d'accompagnement, donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors, sur un public un peu différent, on parlait de diversité ethnique tout à l'heure et d'origine. Generali, vous avez développé des solutions à destination de publics très spécifiques. Est-ce que vous pouvez vous présenter et puis expliquer un petit peu ce que vous faites? Oui, tout à fait. Puis merci de votre accueil. Alors, Generali, nous, on est un assureur et un investisseur. On est leader en Europe d'origine italienne et on existe depuis 190 ans, plus de 190 ans. Donc, si on est un assureur et un investisseur, ça veut dire d'abord que notre cœur de métier, c'est d'accompagner les gens dans la résilience, dans le rebond, après une difficulté. Et puis, investisseurs et assureurs, c'est aussi accompagner des TPE, des PME, les entrepreneurs. C'est un cœur de métier absolument clé, un cœur de cible, pardon, absolument clé pour nous. Donc, notre volonté, il y a 5 ans, ça a été d'aller plus loin que notre cœur de métier et de s'engager, d'être véritablement, comme la Fondation TF1, un citoyen, un acteur de la cité, et de prendre notre part. Et on a souhaité créer cette fondation, The Human Safety Net, qui est vraiment un réseau d'entraide où on crée des écosystèmes territoriaux. C'est effectivement absolument clé d'avoir des partenaires. Et c'est un réseau d'entraide où on va accompagner des entrepreneurs réfugiés. Parce qu'on a la conviction que l'inclusion économique, le levier économique, avoir un métier, avoir un travail, développer son job ou développer sa boîte, c'est effectivement un facteur d'intégration absolument clé. Donc, en 4 ou 5 ans, on a créé et soutenu 4 incubateurs. L'incubateur de Paris à Singa, l'incubateur de Singa à Paris, qui a été un peu un pilote pour nous, pour pouvoir créer ensuite 3 incubateurs qu'on a vraiment co-construits avec nos partenaires, Singa et La Ruche, à Saint-Denis, à Montreuil et à Strasbourg, qui sont des territoires très importants pour nous, et puis aussi avec un sourcing, une présence de réfugiés importante, une vraie activité économique aussi, des territoires qui économiquement sont dynamiques. Et donc, on a créé ces incubateurs. Depuis 5 ans, on a soutenu 685 entrepreneurs. On a environ un taux de création de 60%. 60% de ces entrepreneurs créent une entreprise. Mais les 40% autres, pour nous, ce sont ce qu'on appelle des sorties positives.
C'est-à-dire qu'à part quelques abandons, bien sûr, qui peuvent toujours arriver parce qu'on a un processus d'incubation qui est long, qui dure 9 mois pour nous, on a beaucoup de sorties positives, c'est-à-dire des sorties vers des CDI, vers des CDD, vers des formations. Puisqu'en fait, on se rend compte que finalement, avec ces incubateurs, on met le pied à l'étrier aussi à des réfugiés, donc vraiment des bénéficiaires de la protection internationale. On leur met le pied à l'étrier dans l'inclusion économique et au bout de 9 mois d'incubation, ils peuvent aussi se rendre compte que d'abord, ils ont besoin de se renforcer dans certaines compétences et donc ils ont besoin d'une formation, ou bien par les rencontres qu'ils ont eues, par des interactions avec des chefs d'entreprise, etc., ils ont eu une opportunité d'emploi et finalement, ils préfèrent s'en saisir. Donc voilà un peu le type d'accompagnement que l'on fait. Et puis peut-être dernier chiffre aussi, on est très soucieux de la féminisation de nos promotions et on a beaucoup travaillé là-dessus ces dernières années. Et donc on a aujourd'hui des promotions avec 40% de femmes. Donc on est au-dessus des moyennes nationales en matière d'entrepreneuriat et on en est très fiers, mais ça veut dire là aussi développer des partenariats avec Montmartre, avec Gribouillis pour de la garde d'enfants, etc. Avoir un discours spécifique et adapté envers les femmes, effectivement, quand on va les sourcer, pour leur dire, vous aussi, vous êtes capable, vous pouvez être entrepreneuse. Et donc voilà, c'est constamment de l'innovation quand même que l'on fait et on apprend constamment au fil des mois. Oui, et à propos de la parité, j'espère que vous avez constaté qu'on respecte la parité sur cette table ronde, ce qui n'est pas le cas de toutes les tables rondes. Dites-moi, j'ai une question complémentaire sur la question des réfugiés. Nous, on a beaucoup travaillé avec nos collègues européens, et notamment les collègues allemands, où il y a eu une volonté politique en 2015 justement d'accueil massif des populations migrantes et de les intégrer. Pourquoi Generali, en France, c'est vrai que le sujet était plutôt touchy, on va dire, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Pourquoi Generali s'est engagé sur ce public-là en particulier? Alors, si le sujet est touchy en France, je peux vous dire que chez ma maison mère en Italie, il est encore plus touchy, vous imaginez bien. C'est parce que justement, c'est un sujet touchy, donc à un moment donné, il faut s'en saisir, il faut prendre notre part. Vraiment, The Human Safety Net, on a 2 programmes. Un programme pour les familles vulnérables, des parents avec des enfants de moins de 6 ans, et puis ce volet réfugiés. Et c'est vraiment, vous savez, nous, on est des actuaires, on est des statisticiens. Et notre objectif, c'est de mettre en défaut ces statistiques. Et on a envie de faire dérailler le système et de faire dérailler les statistiques. Et on a envie de s'attaquer à des inégalités de destin, en fait. Et il y a beaucoup de choses qui se jouent dans les familles quand on est enfant avant 6 ans. Et il y a beaucoup trop de choses qui se jouent aussi chez les réfugiés. Et pour nous, c'est une inégalité. C'est une inégalité de destin. C'est de la destruction de valeurs. Ça n'a aucun sens. On est beaucoup plus fort, on est beaucoup plus riche d'intégrer, d'inclure ces personnes réfugiées qui viennent avec souvent des compétences. Hein, plus de la moitié ou plus de 60% des réfugiés qu'on incube ont l'équivalent d'un bac+2 ou plus. Et quand bien même elles n'ont pas de bac+2 ou de diplôme, on voit aussi qu'il y a une mentalité, il y a un mindset, et désolé de la comparaison, mais c'est vrai, entre le parcours d'un réfugié et le parcours d'un entrepreneur. Il y a de la résilience, il y a de l'envie, il y a de la volonté. C'est des gens qui ne se laissent pas abattre. Ils ont des parcours de vie extrêmement complexes, extrêmement durs. Et donc, ce n'est pas un souci administratif ou de financement qui va les arrêter. Et donc, c'est vraiment trop dommage, trop inéquitable de ne pas les aider, de ne pas leur tendre la main et de leur mettre les pieds à l'étrier. C'est important que nos politiques entendent des discours de ce type, hein, je pense, parce qu'avec toutes les polémiques qu'il peut y avoir sur l'accueil de migrants, des bateaux, on est prêt à laisser des gens en mer quand même, c'est assez incroyable. Alors, sur l'environnement familial, c'est en effet une donnée nécessaire, importante à prendre en compte pour des personnes qui ont des accidents de vie, mais pour tout le monde finalement. Et c'est peut-être même une source d'inspiration pour certains entrepreneurs. Ça, c'est ma transition toute trouvée pour Flavio, puisque... Bonjour Flavio. Bonjour. Donc, toi, tu as créé une entreprise qui s'appelle le Jus de Mama. Exactement. Et donc, donc, je te propose de te présenter, un petit peu ton entreprise, et ensuite, on parlera de ton parcours. Bien sûr. Merci beaucoup pour l'accueil. Je m'appelle Flavio et du coup, j'ai créé une jeune start-up il y a 1 an qui s'appelle le Jus de Mama. Et nous, chez le Jus de Mama, ce qu'on fait, c'est des jus qui sont à la fois gourmands, créatifs et surtout éco-responsables. Donc, ce qui veut dire que concrètement, on remet au goût du jour la consigne, quelque chose que j'ai redécouvert plutôt dans mon pays natal qui est le Cap-Vert. Et donc il y a 1 an, j'ai trouvé juste aberrant qu'on n'utilise pas la consigne en France. Et donc c'est là qu'est venue l'idée justement de sensibiliser. Au départ, c'était un projet de sensibilisation. Et avec justement beaucoup de soutien au niveau de la commune et aussi de plusieurs entreprises qui nous ont accompagnés.
on a transformé ce projet en une jeune start-up. Alors, le jus de mama, donc je parlais de l'environnement familial, donc c'est des recettes qui sont inspirées par ta maman. Tout simplement, ouais, puisque j'ai eu la chance depuis très jeune d'avoir des jus faits maison. Et l'idée, c'était de les partager tout simplement aujourd'hui avec des recettes qui soient à la fois bonnes pour le corps, mais aussi bonnes pour la planète. Alors, est-ce que dans ton environnement immédiat, il y avait des entrepreneurs? Et d'une manière plus générale, de quelle manière tu as été accompagné, sensibilisé et convaincu que la voie entrepreneuriale était la bonne? Alors, dans mon entourage, justement, je n'ai pas eu de personnes qui sont lancées. Et justement, je ne savais pas ce que c'était l'entrepreneuriat. Et c'est vraiment durant mes études, où là, j'ai petit à petit, j'ai eu la chance d'aller jusqu'au master, donc de pouvoir, et là, découvrir ce que c'était l'entrepreneuriat et de savoir qu'en fait, durant tout mon cursus, c'est ce que je voulais développer et faire. Alors, et comment tu as procédé? Alors, comment tu t'es fait accompagner? J'ai eu la chance, je me suis beaucoup renseigné parce que un entrepreneur, on est assez curieux, donc même si on ne sait pas qu'on est entrepreneur, et j'ai fait des bonnes rencontres, j'ai eu des mentors notamment à travers des structures de soutien comme par exemple Entrepreneurs dans la ville qui permet justement à des jeunes issus des quartiers politiques de la ville d'acquérir tous les bons outils, de faire des bonnes rencontres, de rencontrer des experts. Donc là pour le coup, ça m'a permis moi de structurer mon idée, de cette structuration, justement, puisque en tant qu'entrepreneur, il nous faut maîtriser différentes skills. Donc ça va aussi bien être la partie juridique, économique, et avoir des experts qui nous aident, c'est énorme. Et d'après toi, c'était la difficulté principale que tu as rencontrée, justement le fait de bien être entouré, ou tu as rencontré d'autres types de difficultés plus financières? Alors ça, c'est l'une des premières grosses difficultés qu'on rencontre. Et après, une fois qu'on se lance, qu'on est dans l'action, on se rend compte qu'il y a une autre problématique qui est le financement. Parce que concrètement, on a envie d'avoir de l'impact à travers nos projets, on a envie de créer des emplois, on a envie de donner vie à nos idées. Et là, on se rend compte que pour ça, il faut justement du financement pour accélérer à ce niveau-là. Donc c'est là où le programme Sens a pris du sens pour toi? Clairement. Donc tu es lauréat du Fonds Sens? Alors moi pour le coup oui, exactement, il y a à peu près 2 mois j'ai eu la chance justement d'être l'un des premiers financés et ça nous aide clairement aujourd'hui dans notre activité puisque on avait besoin de ce financement pour accélérer dans notre développement et permettre à un maximum de personnes de découvrir nos engagements et notre activité. Oui, parce que ça coûte cher de faire des bouteilles en verre, donc il faut avancer la trésor. On est dans une activité qui a besoin beaucoup de trésor parce qu'au-delà de produire des jus, l'idée c'est de faire des jus à impact. Et donc pour ça, ça nécessite beaucoup de moyens pour le coup. Et on a la chance aussi d'être accompagné par différentes structures, donc, notamment la région Île-de-France et l'ADEME aussi. Alors tu m'expliquais que c'était compliqué pour toi de te faire référencer auprès des hypermarchés, des grandes surfaces de ce type, parce qu'ils ne sont pas encore très sensibilisés à la consigne. En revanche, il y a d'autres réseaux de distribution qui t'intéresseraient. Peut-être qu'on a des représentants ici, donc ça vaut le coup d'en parler. Ah oui, clairement, je passe le message à tous les magasins spécialisés dans la bio. Donc, nous, on est fortement ancrés dans cette idée-là de notamment trouver des partenaires qui sont engagés dans cette démarche de remettre au goût du jour la consigne et de proposer aussi des bons produits. Donc, si vous avez envie de proposer des bons produits à un maximum de personnes, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, le jus de mama. Donc, voilà, le message est passé. On peut l'applaudir. On peut l'applaudir. Il ne l'a pas dit, mais je vais le dire pour lui. Il fournit notamment Google. C'est lui qui fournit les jus à tous les employés de chez Google, notamment. Un acteur engagé sur le champ de l'entrepreneuriat depuis très longtemps, c'est KPMG. KPMG qui a soutenu à peu près tous les acteurs de l'écosystème lié à l'entrepreneuriat et à l'inclusion. Alors Bouchra, est-ce que tu peux te présenter et puis ensuite, je t'interrogerai sur ta vision du soutien au développement des entrepreneurs.
Merci. Donc, bonjour à tous et à tous. Donc, je suis Bouchra Liwat, directrice de l'engagement citoyen pour KPMG France, effectivement. Et puis, dernièrement, nous sommes passés, KPMG est passé société à mission. Et à ce titre-là, toutes les actions qui étaient portées historiquement par la fondation d'entreprise, eh bien, ont été intégrées dans les objectifs de mission de KPMG et notamment sur le pôle engagement citoyen. Et sur cet axe de l'engagement citoyen, on a des objectifs de mission, on travaille beaucoup notamment sur l'éducation, sur le bien commun et évidemment sur l'entrepreneuriat. Et donc, on a aussi pour vocation d'accompagner, de dynamiser, de renforcer aussi les actions que nous menions sur la diversité entrepreneuriale. Alors, parmi les actions que vous avez menées, on a beaucoup parlé d'expertise tout à l'heure, de l'importance d'être entouré par les bons experts. Comment KPMG s'est mobilisé en interne sur ce sujet ? Alors, effectivement, dès le début, hein, j'ai envie de vous dire depuis 15 ans maintenant, un peu plus de 15 ans, lorsque la fondation KPMG a été créée, l'axe de l'entrepreneuriat est venu assez naturellement. Mais pourquoi ? Tout simplement parce qu'on accompagnait beaucoup de jeunes, notamment dans les quartiers politiques de la ville, et on s'était rendu compte que parmi eux, dans je dirais les axes, en tout cas les projets d'orientation, les trajectoires que ces jeunes pouvaient avoir, il y avait cette dimension entrepreneuriale qui était assez forte. Et donc, on s'est dit, bah, tiens, pourquoi on ne pourrait pas accompagner les jeunes dans l'éducation et ensuite le passage vers la création d'entreprises. Et à l'époque, on soutenait un acteur qui aurait toute sa place ici aussi, hein, l'a dit, hein, je pense aussi à eux qui sont vraiment un des acteurs un peu emblématiques, en tout cas, sur cette question de création d'entreprises. Et puis ensuite, au fur et à mesure du temps, le deuxième acteur, c'était effectivement la DIV. Et puis, je tiens à le souligner parce qu'on parle de diversité entrepreneuriale, c'est assez drôle parce que je pense qu'il y a plus de 10 ans, on avait organisé conjointement la semaine de la diversité entrepreneuriale. Il y a plus de 10 ans de ça, donc effectivement au sein de KPMG, où on essayait de montrer finalement le vivier d'entrepreneurs, de diversité entrepreneuriale qu'on pouvait retrouver. Et l'idée là, c'était aussi de travailler sur le programme qui est porté par la DIV, cette diversité des achats, mais c'était aussi de montrer aux collaborateurs, aussi aux salariés de KPMG, finalement toutes les entrepreneurs qui pouvaient exister aujourd'hui. Et alors nous, on a traité au fur et à mesure du temps, donc grâce aux acteurs du terrain, hein, je pense qu'on ne peut pas avancer seul. Hein, KPMG tout seul n'avancerait absolument pas. Donc c'est important aussi de s'allier des acteurs sur le terrain qui ont une expertise, parce que vous l'avez souligné tout à l'heure, l'une des premières difficultés, c'est aussi le sourcing, hein, parce qu'il faut aller les trouver, ces entrepreneurs, et comme vous appelez KPMG, c'est pas comme ça que vous allez les trouver plus facilement. Et donc, on a décidé finalement de nous allier, en tout cas de faire des partenariats avec des têtes de réseau autour de publics cibles, ce qu'on a appelé nous des publics cibles. Donc, on a eu les entrepreneurs QPV, effectivement. Ensuite, on a eu les entrepreneurs sociaux, et ça, vous l'avez souligné tout à l'heure aussi, je ne sais plus, voilà. C'est qu'on trouve aussi qu'il peut y avoir une sorte d'inspiration aussi dans l'accompagnement de cette diversité d'entrepreneurs. Et notamment, les entrepreneurs sociaux sont porteurs de solutions assez innovantes qui peuvent être reprises aussi, effectivement, dans les solutions qui pourraient être proposées à des entreprises clientes, par exemple. Donc, il y a cette dimension d'entrepreneurs sociaux, il y a les femmes avec la ruche, et il y a effectivement les réfugiés. On est aussi partenaire de programmes en commun avec Singa notamment, effectivement. Donc, nous, on va venir accompagner des têtes de réseau avec notre expertise. Effectivement, KPMG, c'est un cabinet pluridisciplinaire, donc vous avez des compétences qui sont très variées et qui sont au plus près du monde économique aussi. Ce qui veut dire que ce sont des compétences que tout entrepreneur a besoin à un moment dans la création ou dans le développement de son activité, donc de conseil, de diag, de finance, etc. Et que l'on donne effectivement, en tout cas qu'on vend, ce sont nos missions. Et donc là, on a décidé effectivement de les proposer en mécénat de compétences pour accompagner Time to Start et tous les acteurs qui travaillent sur cette question-là. Ce qui me semble aussi intéressant chez KPMG, c'est que c'est une des premières entreprises que je vois qui a intégré cette dimension philanthropique, en quelque sorte, dans sa mission commerciale, finalement. Et c'est vrai que c'était la fondation de KPMG qui pilotait toutes ces actions, mais il n'y a plus de fondation. Et désormais, c'est rentré. C'est donc une entreprise à mission, c'est ça, hein ? Pardon ?
C'est une entreprise à mission. Hein. C'est une société à mission, effectivement, mais en mai dernier, nous sommes passés, KPMG en tout cas a décidé de se doter de sa raison d'être et donc nous sommes passés société à mission et donc on a établi 5 objectifs de mission et dans l'un des 5, vous avez des objectifs de mission assez traditionnels, notamment sur les talents, la planète, le business, donc tout ce qui est prosperity et la gouvernance et le pilier, effectivement, engagement citoyen qui a été assez fort, effectivement, pour être, ce que vous disiez tout à l'heure, hein, comment KPMG aussi va être un contributeur pour la société dans son ensemble, effectivement. Et la dimension entrepreneuriale, elle nous semble effectivement essentielle, mais je pense qu'on peut aller encore plus loin sur cette dynamique-là parce que on se confronte effectivement à la difficulté aussi de la grande entreprise qui traite avec des grands clients du CAC 40, mais également on accompagne des PME, des ETI et des TPE. Et là, avec mes équipes au niveau de l'engagement citoyen, on s'est demandé effectivement comment on pouvait aller au-delà de l'accompagnement traditionnel qu'on peut faire avec vous, mais comment on peut aussi faire cette connexion avec les clients de KPMG. Donc les clients de KPMG, ce sont les grands groupes, effectivement les grandes entreprises. Et là, on peut se heurter effectivement à des difficultés, à quelques freins, parce que peut-être qu'on travaille sur ce sujet-là depuis 10 ans, 15 ans, mais j'ai pas l'impression que ça soit un sujet suffisamment mature encore aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, notamment la diversité des achats, sujet qui est porté aujourd'hui. On évoquera un petit peu ce point tout à l'heure, justement, comme piste de réflexion et comme solution pour faire décoller la diversité entrepreneuriale. L'inclusion dans les achats. La diversité, c'est un sujet qui est très traité par les RH, par les ressources humaines, un peu moins par la supply chain, par les acheteurs. Et donc, c'est notre mission d'accompagner les entreprises. Mais je vous poserai une question à un sujet un peu plus tard tout à l'heure. Donc, on parlait d'écosystème. Alors, quelqu'un qui est très connecté, pour le coup, depuis des années sur la thématique de la diversité des quartiers, c'est Bruno. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, il va se présenter. Et moi, je suis très content de l'avoir parce que j'ai beaucoup écouté sa radio. Donc, Bruno Laforesterie, je suis directeur du développement de Radio France, après avoir monté et dirigé Move à Radio France. Donc, je suis passé d'entrepreneur à intrapreneur à Radio France, puisqu'avant, je le dis souvent, j'ai eu mon premier CD il y a 40 ans, donc il y a 8 ans, un peu plus de 8 ans. J'étais entrepreneur dans les médias et j'ai monté notamment la Radio Génération, pour ceux qui l'ont écouté ou la connaissent, avec mon père, il y a en 93 exactement. Et 88.2. 88.2 pour les Parisiens. Et c'est vrai que j'ai eu une activité, parce que j'ai aussi monté une start-up qui s'appelait Immédia en 96, qui s'est introduite en bourse en 2000, qui était la première régie publicitaire sur Internet, avec Cyril Zimmerman. À l'époque, j'avais rencontré à Sciences Po, etc. Voilà. Donc j'ai pu avoir une expérience à la fois d'entrepreneur, on était boulevard Ménilmontant, avec à la fois des développeurs et des gens qui faisaient de la pub sur Internet. De l'autre côté, la Radio Génération, des magazines de musique comme Radical, Magic, Vibration, une sorte de ruche culturalo digital avant l'heure, parce qu'on parlait à l'époque, on avait encore des modems 128 kilobits pour certains. On était en 97, donc ça fait un peu dinosaure, mais c'est la réalité. Voilà. Tout ça pour vous dire que moi, par rapport à la question, et vu qu'il ne reste pas beaucoup de temps, je voulais vous parler de l'imaginaire. Parce qu'en fait, une des solutions pour développer la diversité de l'entrepreneuriat, c'est travailler sur les imaginaires collectifs. Et moi, mon travail, depuis 25 ans, c'est de permettre à ce que tous les imaginaires, tous les récits puissent avoir une visibilité, quel que soit le genre musical, le genre cinématographique, le genre éditorial. Et le témoignage que je souhaitais apporter aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a vécu depuis, je dirais, une dizaine d'années maintenant, parce que ça a été très dur avant, parce qu'il y avait un refus, en fait, fondamentalement, d'une certaine exposition éditoriale et médiatique, de certains contenus. Alors, moi, je viens évidemment du hip-hop et du rap, hein, mais aujourd'hui, c'est la principale musique. 75% de la diffusion sur Spotify, c'est du rap aujourd'hui. Il y a 25 ans, on n'avait pas le droit de rentrer à la FNAC ou à Carrefour au mois de novembre-décembre pour vendre des compilations. On en est là. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, et derrière ce qui s'est passé au niveau éditorial, c'est le digital qui a permis en fait aux jeunes de consommer ce qu'ils veulent consommer et de l'imposer au marché d'une manière ou d'une autre, parce qu'il n'y avait plus de barrières de distribution. Et donc, il n'y avait plus de barrières de gens qui disaient « Ah non, ça, c'est pas pour vous, c'est pas pour nous ». En fait, les gens sont directement allés chercher les contenus qu'ils voulaient, grâce à un moment donné, évidemment, au streaming. Ensuite, grâce aux plateformes américaines et françaises de cinéma et de télévision, etc., etc. Et qui fait qu'aujourd'hui, le témoignage, c'est qu'on a une extraordinaire diversité éditoriale dans le domaine des contenus et de l'entertainment français.
et qui fait que la fierté qu'on peut avoir et le travail qu'on doit continuer à mener, c'est justement se donner le cadre pour que tous les récits et toute la qualité éditoriale de réalisateurs, de musiciens, de personnes qui écrivent des récits, des gens qui font du podcast aujourd'hui, des gens qui sont sur YouTube, sur TikTok aujourd'hui. Quand vous regardez qui sont les entertainers français, faites la photographie du top 100, vous allez avoir une diversité extraordinaire qu'il n'y avait pas clairement il y a 20 ans. Parce qu'à la fin, il y a 20 ans, et je suis dans une position, j'étais directeur de programme, directeur général à Radio France, en fait c'était quelques personnes, quelques dizaines de personnes qui choisissaient depuis leur poste dans les grands médias ou dans leur fonction éditoriale dans les grands journaux, qu'est-ce qui devait être raconté, quel était le récit, et qu'est-ce qu'on devait donner en visibilité. Certaines choses étaient faites, mais fondamentalement, il n'y avait pas une ouverture globale à ce que fondamentalement attendent les gens, et particulièrement la jeunesse française. Et aujourd'hui, c'est vrai que tout ce mouvement qui a permis aujourd'hui de clairement, depuis un César jusqu'à Alice Diop qu'on va voir bientôt aux Oscars, jusqu'à bien entendu J.P. Zadi que j'ai accompagné. On a fait un premier documentaire ensemble sur Magic System il y a 15 ans. Aujourd'hui, il part aux États-Unis pendant 6 mois, parce qu'ils ont repris son film Tout simplement noir. Et il y aura Obama, je vais vous donner quelques exclusivités plus tard, qui participera à son film. Aujourd'hui, ce qui est évidemment dans notre secteur du divertissement, de la culture, des contenus en général, on a vécu une vraie révolution. Et donc aussi, il faut s'en satisfaire. Et au niveau entrepreneurial, pourquoi ? Parce que c'est derrière, fondamentalement, des gens qui créent des entreprises, qui ont 5, 10, 15, 20, pour certains plus de 100 salariés, et qui aujourd'hui participent à un tissu économique extraordinaire et qui sont, de mon point de vue, une réelle force pour la France, parce que le pays est regardé depuis l'extérieur par cette diversité éditoriale, parce que les récits existent, les récits de la francophonie sont aussi bien les récits bien sûr historiques français que les récits de gens qui sont issus de la francophonie africaine et qui sont aujourd'hui représentés en France. Et c'est évidemment une des solutions, ça a été de permettre l'ouverture, et finalement c'est les jeunes et les Français qui ont permis cette ouverture, parce que quand les canaux se sont retrouvés les uns en face des autres, cette diversité a pu avoir lieu, et on a pu accompagner aussi des directeurs, des producteurs qui sont devenus des entrepreneurs à succès qui nous représentent. Voilà. C'était plus un témoignage aujourd'hui. Il reste 0 seconde, donc on est dans le timing. C'est comme en radio. Voilà, merci Aïda, merci à tout le monde, merci aux intervenants. Merci pour ces échanges et merci Majid pour cette table ronde. Voilà. Alors on va enchaîner. Je vous laisse regagner donc en n'oubliant pas de signer l'affiche qui marque, qui symbolise votre engagement. On va poursuivre ce sommet avec, dans quelques minutes, les pitchs des entrepreneurs dont je vous parlais tout à l'heure, entrepreneurs qui vont donc tenter de décrocher ce financement dont on parlait à l'instant de 100 000 €, financement par le fonds Sens, initié par Time to Start et la Fondation Mosaïque. Mais d'abord, je vous propose de découvrir en images quelques exemples des idées qui ont été recueillies sur la plateforme d'intelligence collective Parlons Égalité des chances. Je vous rappelle que vous pouvez continuer à contribuer également. Ça se passe sur votre badge, QR code, un flash et c'est fait. Voilà, on regarde et on se retrouve juste après. Comment les aider? Déjà, il y a des associations et des forums qui sont faits pour ça. Dans le 93 et autres, il y a énormément d'associations qui viennent en aide aux jeunes qui n'ont pas forcément d'emploi. On pourrait vraiment opter pour un meilleur cursus pour les accompagner vraiment dans l'accompagnement des CV, des lettres de motivation. Leur donner plus accès à des grandes études plutôt que seulement des études à la fac. Nous, dans notre école, par exemple, ce qui nous aide, c'est qu'on a dès la première année des stages jusqu'à la 5e année. Ça nous permet d'être vachement professionnalisés, de savoir vraiment concrètement ce à quoi le monde du travail ressemble. Il faut plus parler d'orientation au moment du collège et du lycée parce que souvent, il y a des jeunes qui se retrouvent en filière générale alors qu'en fait une filière pro là, aurait été plus adaptée pour eux et c'est juste dû à un manque de connaissances. Ils pensent que la voie la meilleure c'est la voie générale alors qu'en fait pas du tout. Et vous, l'inclusion économique, vous en pensez quoi? Nous comptons sur vous. Chaque avis et chaque idée compte. Connectez-vous jusqu'au 29 novembre inclus sur parlons-égalitedechances.fr. On reste donc dans le thème de l'entrepreneuriat avec un impact que vous allez pouvoir mesurer là
tout de suite, maintenant. On vous a présenté tout à l'heure en ouverture ce fonds Sens qui a été initié donc par Time to Start et la Fondation de Mosaïque. C'est donc une facilité de financement qui va permettre à plusieurs entrepreneurs de porter leur projet. 100 000 € à partager ou pas. Ce sera à vous d'en décider et au jury, bien sûr, de ce sommet de l'inclusion économique. Rendez-vous sur le site du sommet pour pouvoir voter. Mais sans tarder, je vais accueillir, donc, elle était déjà sur scène, mais pour ceux qui n'étaient pas là, Awa Dramé vient me rejoindre, Awa, qu'on peut applaudir également, puisqu'elle a été à l'origine, avec la Fondation Mosaïque, de ce fonds Sens. Et donc, Awa, ta mission, puisque tu vas rester ici sur scène avec moi, ça sera donc au moment où les entrepreneurs vont présenter leur projet, eh bien, ça sera de les challenger avec un temps imparti. Bien sûr, tu sais que j'ai le mauvais rôle, donc de veiller au timing de ces keynotes. Et donc, la première qu'on va inviter ici sur scène, la première entrepreneuse, eh bien, c'est Laetitia Portal. Venez, Laetitia, on peut l'applaudir également. Bienvenue à Laetitia, vous avez un micro juste ici, je vous en prie, saisissez-vous de ce micro. Et alors, Laetitia, votre projet, c'est grâce au numérique que vous le réalisez. Vous nous racontez Hello Art Up en 3 minutes, pas une de plus. Vous avez le choix, c'est soit le micro, soit le pupitre, c'est comme vous voulez. La scène est à vous, nous on se met un petit peu en retrait, on vous écoute. D'accord. Bonjour, merci à tous. C'est un petit peu mon ascension personnelle de l'Everest parce que j'étais ici comme simple visiteuse l'année dernière pour la première édition. Et du coup, maintenant, me voilà sur l'estrade. Donc, merci à Saïd, merci à Awa. Donc, je me présente, Laetitia Portal. Je suis la présidente et la fondatrice de Hello Art Up. Hello Art Up, c'est une entreprise à mission et à impact. Je vais essayer de vous présenter en 3 minutes ma mission, ma vision et donc mon ambition. Pour commencer, ce que nous apportons pour les maisons de retraite, parce que nous allons parler avec les seniors aujourd'hui, nous voulons agir pour un monde plus inclusif avec nos seniors. C'est-à-dire que nous transformons en musées virtuels inclusifs les maisons de retraite, particulièrement les EHPAD. Nous apportons une solution de démocratie citoyenne culturelle, c'est un mot un petit peu ambitieux, mais qui correspond bien, en utilisant technologiquement le support du jumeau numérique. Donc le projet nécessite une grande vision que je vais vous présenter maintenant. Nous luttons donc non seulement contre l'isolement, nous créons des liens et nous permettons aussi aux seniors de booster leur estime d'eux-mêmes et l'estime des autres. Concrètement, comment nous faisons ? Donc, nous allons directement dans les établissements et nous faisons participer tous les acteurs des maisons de retraite. Donc, que ce soit à la fois tous les résidents, y compris ceux qui ne descendent pas en animation, les 40% qui ne descendent pas en animation, y compris tous les collaborateurs, en passant par l'aide-soignante, par l'infirmière, l'ergo, la psychomote, l'animateur, également directeur et directrice, et également proches aidants et familles. Et donc, toutes ces participations, toute cette œuvre ensemble collective qui est co-créée, nous la faisons tous ensemble. Donc, c'est vraiment une œuvre participative. On n'est pas du tout dans l'occupationnel. Et donc, ensuite, une fois que ce musée est créé, nous pouvons l'enrichir tous les mois avec de nouvelles participations. Notre ambition à impact, évidemment. Donc, nous sommes immatriculés depuis très peu de temps, depuis le 10 octobre. J'ai pu bénéficier, grâce à Wadramé, de l'accompagnement de Time to Start, qui m'a beaucoup aidé et beaucoup servi pour commencer à grandir. Maintenant, nous travaillons avec 17 établissements, donc 17 maisons de retraite réparties un petit peu partout en France. Donc, nous sommes depuis le Canet, à Armentières, Le Havre, à Reims, en passant par la Creuse, la Corrèze et l'Île-de-France. Donc voilà, très fière de ce beau développement. Et puis donc maintenant, j'ai besoin de vous parce qu'on va continuer à consolider cette phase d'amorçage. Donc on va passer à une levée de fonds participative. Donc voilà, besoin de vous pour continuer notre impact. Nous allons donc évidemment continuer à booster cette phase d'amorçage, notamment en m'appuyant pour le recrutement, puisque une des premières sollicitations que je vais demander à ma levée de fonds, ça va être évidemment de pouvoir embaucher. Donc avec Mosaïque RH, je vais pouvoir recruter. Moi-même, issue des quartiers, des cités, depuis que je suis née, je suis sûre que nos quartiers sont vraiment une des grandes réponses à nos recrutements. Donc j'y vais à fond. Et ensuite, évidemment, ça va être le développement R&D. Et enfin, l'internationalisation que je vais commencer en Suisse,
grâce à un premier développement possible et des perspectives de croissance. Donc, agir avec impact pour un monde plus inclusif avec nos seniors. Je vous remercie. Alors, on va ouvrir les micros, tout à fait. J'ai une petite question du coup par rapport à Hello Acteur. Donc là, tu as signé 17 maisons de retraite. Quel est ton objectif pour 2023-2024 ? Pour 2023, ça va être 55. Et donc, grâce au Fonds France, je suis... Grâce au Fonds Sens, donc j'ai eu la chance d'être lauréate. Alors, soit vous parlez dans le pupitre, soit on vous donne un micro parce qu'on n'entend pas votre réponse, Laetitia. Pardon. Donc, grâce au Fonds Sens, et comme Flavio, j'ai pu commencer à bénéficier du Fonds Sens, qui me permet de commencer mon développement et d'envisager cet avenir avec ces 55 maisons de retraite. Donc, du boulot. Bravo Laetitia. Bravo Laetitia, et merci beaucoup pour cette présentation. Notez bien Laetitia Portal et son projet Hello Art Up. Vous pouvez voter pour elle sur le site du Sommet de l'inclusion économique. On enchaîne. Le prochain entrepreneur est un restaurateur au grand cœur. 1 étoile de fesses déjà à Mantes-la-Jolie, et donc ce nouveau projet qu'il va nous présenter dans quelques secondes. Brahim Bourkia, venez nous rejoindre. Bonjour Brahim, bienvenue. Et alors vous, votre projet, ça s'appelle le burger suspendu. C'est un concept qui vient d'Italie. Vous nous racontez la suite en 3 minutes. Alors c'est pareil, c'est soit pupitre, soit centre-scène. C'est vous qui voyez là où vous êtes le plus à l'aise pour vendre votre projet et tenter de décrocher ces 100 000 €. Bonjour à tous, merci pour l'accueil, merci à Awad pour l'invitation. Merci au ministère de nous accueillir aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Bourkia Brahim, j'ai 30 ans, je viens de Mantes-la-Jolie, de la cité du Val-Fouré. 2017, j'ai ouvert mon restaurant qui s'appelle l'Étoile de Fesses. Depuis l'ouverture, vraiment, on essaie d'être aux côtés des personnes les plus démunies, les SDF, les femmes seules, etc. La première année, j'organisais un réveillon solidaire dans mon resto. On fait venir tous les SDF de Mantes au resto. J'ouvre mon resto de 20h à minuit pour les accueillir. On leur offre à manger, à boire, du café, de la musique. On passe un excellent réveillon avec eux. Par la suite, le Covid, il est passé par là. Il a chamboulé toutes nos habitudes, etc. Début 2021, tout le monde est impacté par le Covid, surtout les étudiants. Donc les étudiants, en début 2021, on a une vague d'étudiants qui arrivent jusqu'au suicide parce qu'ils n'ont pas à manger, parce que les temps sont durs pour eux. Je décide d'écrire de rédiger un tweet où je dis: si vous êtes étudiant et que vous pensez au suicide juste parce que vous n'avez pas à manger, vous venez au resto, on vous offre à manger et puis vous ne restez pas dans votre coin avec vos idées noires. Mon initiative a été applaudie, elle a été partagée. On a fait un buzz monumental. Je suis passé à la télé, à la radio, dans des médias marocains, qataris, japonais. On a fait vraiment un buzz monumental. Suite à cela, j'ai décidé En fait, il y avait des restaurateurs qui voulaient faire la même chose que moi et des étudiants qui trouvaient ça dommage que je ne sois pas implanté à Montpellier, à Lyon ou à Bordeaux. Donc, je me suis entouré de personnes bienveillantes. Un entrepreneur, un ingénieur et une financière. Donc notre équipe, elle est composée de 4 personnes de profils très différents, mais qui se complètent. Et du coup, on a décidé de créer le label du burger suspendu. Puis on a rédigé un cahier des charges avec toutes les fonctionnalités qu'on souhaite, etc. On a fait développer notre application. Elle est sortie la semaine dernière. Vous pouvez nous retrouver sur le burgersuspendu.fr. Qu'est-ce que le burger suspendu ? C'est lorsqu'un client se présente dans un de nos restaurants partenaires, il a la possibilité de payer un ou plusieurs menus qui restent suspendus pour un étudiant dans le besoin. Comment ça se passe ? On crée la fiche restaurateur. Pour le restaurant qui souhaite devenir partenaire, on lui crée sa fiche, on lui génère un QR code, on met les affiches dans le resto, on communique sur les réseaux sociaux. Le client, quand il se présente pour passer sa commande habituelle, il a la possibilité de payer un menu, que ce soit au resto ou de chez lui, via le QR code. Le restaurateur, il ne prépare rien du tout, il encaisse l'argent tout simplement. Et l'étudiant, quand il est en cours ou quand il a faim ou peu importe sa situation, il me reste 28 secondes, l'étudiant, il réserve son menu, il a 12 heures pour venir le chercher. Dans les 12 heures, soit il vient le récupérer et il est bloqué pendant 24 heures sur l'application pour pas qu'il y ait d'abus. Il peut annuler sa commande. Ou dans les 12 heures, s'il ne vient pas récupérer son repas qu'il a oublié ou quoi que ce soit, eh bien, il peut sa commande, elle est annulée, elle retombe dans le stock du restaurant pour que tout le monde puisse en profiter. Je suis dans les temps. Merci à vous. Merci. Franchement, bravo, Brahim. Merci. C'est parfait. Merci. Awa. Merci beaucoup.
Bravo Brahim pour Merci. cette prestation. Donc tu as vraiment tenu. J'ai essayé, t'as dit beaucoup de essayé. choses. Et du coup, même question pour toi. Là, c'est vrai que tu as lancé l'application. Combien tu vises d'utilisateurs d'ici la première année ou la deuxième année? On souhaite signer une 50aine de restos d'ici décembre 2022. Fin décembre 2022, on essaie de viser les 50 restos. Fin décembre 2023, on essaie de viser les 500 restos avec une moyenne de 20 menus par jour par resto, ce qui nous fait 10 000 repas suspendus par jour, donc 10 000 potentiels étudiants nourris par jour, ce qui nous fait 300 000. 300 000. On peut applaudir les 300 000. Eh oui, ça s'applaudit. 300 000 repas par mois. Et du coup, aujourd'hui, tu te présentes au Fond Sens. Combien tu as besoin pour atteindre cet objectif? À très court terme, on aura besoin de 20 000 euros pour déployer notre stratégie commerciale pour essayer de viser un maximum de restos. À terme, d'ici fin décembre 2023, on a besoin de 200 000 euros pour notre stratégie commerciale, pour lancer une V2 avec des nouvelles fonctionnalités, un site multilingue, suspendre pas que de la nourriture parce qu'on veut vraiment créer un lien social entre les étudiants qui sont en galère, les aider à trouver des stages, des alternances, du boulot, bref, les accompagner de A à Z, en commençant par la nourriture. Il y a un proverbe marocain qui dit que lorsque le ventre est plein, la tête elle chante, tout simplement. Donc, voilà. Et en plus, on termine par une citation. Merci, Merci à vous, Brahim, merci beaucoup. pour Merci. le burger suspendu. À vos votes. Vous inquiétez pas, ils ont bien compris le message. Alors, le dernier pitch de cette séquence, c'est Alimé Taboyer, une multi-entrepreneuse qu'on va inviter sur cette scène. Alimé, bonjour, bienvenue. Prenez place, Alimé. Alors vous avez lancé en mars dernier une nouvelle activité qui s'appelle le Paris Speakeasy Tour. Racontez-nous tout en 3 minutes. Très bien. Bonjour à tous, je m'appelle Alimé Taboy, je suis la fondatrice du Paris Speakeasy Tour. Alors le Paris Speakeasy Tour, qu'est-ce que c'est? C'est une agence d'événements touristiques qui propose aux touristes, mais pas que, également aux locaux, d'explorer le milieu de la nuit parisienne à travers un concept nouveau, les speakeasy. Ce sont des bars cachés. L'objectif est de se faire de nouveaux amis en rencontrant d'autres voyageurs, mais également en découvrant des adresses secrètes tout en rencontrant un autre local. Je vais vous expliquer le parcours de Claudia et Eddy, 2 guests que j'ai eu la chance d'accueillir cette année. Claudia, elle, son objectif était de rencontrer d'autres voyageurs, se faire de nouveaux amis pour profiter de son expérience à Paris, mais elle avait peur pour sa sécurité. Eddy, lui, il adore découvrir de nouvelles cultures et ce qui l'intéresse, c'est vivre des expériences inoubliables. Après avoir passé toute la journée à visiter les sites touristiques à Paris, ils se retrouvent seuls dans leur chambre d'hôtel sans savoir quoi faire de leur nuit, de leur soirée. Et c'est là que le Paris Speakeasy Tour intervient. Du coup, nous, notre approche amicale et conviviale va leur permettre de créer du lien entre eux, mais également avec l'autre qui les accueille. Et ils vont pouvoir bénéficier de notre propre vision de la ville de Paris. Donc, on va pouvoir les guider à travers des adresses ou bien des activités qu'on aime faire en tant que local. Donc, grâce à Paris Speakeasy Tour, Claudia et Eddy, ils ont pu rencontrer 7 autres voyageurs pour lesquels ils ont pu créer des liens et continuer leur voyage ensemble. Ce qui est intéressant avec le Paris Speakeasy Tour, c'est également destiné aux locaux pour redécouvrir la nuit parisienne. Donc, des voyageurs comme Claudia et Eddy, on a eu la chance en 2 ans de pouvoir en hoster presque 8000. Aujourd'hui, nous proposons 3 activités sur le marché, référencées sur 4 plateformes. Nous sommes 6 autres qui pouvons accueillir les voyageurs en proposant 7 langues différentes. Donc, Paris étant l'une des villes les plus visitées au monde, la 3e avec 22,6 millions d'habitants et avec un nombre de touristes toujours de plus en plus désireux de créer du lien social, je pense que Paris Speakeasy Tour propose une offre destinée à une demande de plus en plus grandissante. Aujourd'hui, le Paris Speakeasy Tour est la seule agence parisienne à proposer des expériences immersives et conviviales qui permettent aux voyageurs de se rencontrer en compagnie d'un autre local et également de se rencontrer en compagnie d'un autre local. Désolée, le stress retombe d'un coup. Merci. Donc, je disais de se rencontrer en compagnie d'un autre local tout en redécouvrant la ville différemment
par le biais d'expériences nocturnes et culturelles avec un système linguistique adapté. Nous, maintenant, notre objectif aujourd'hui est de tripler notre chiffre d'affaires et donc d'atteindre plus de voyageurs. Pour cela, on ambitionne de devenir la première agence française dans le milieu des expériences touristiques et on a besoin du fonds de Sens pour financer tout ça en faisant notre propre plateforme de réservation et également en lançant nos campagnes de presse et d'influence. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alimé. Merci beaucoup, Alimé. Alors, justement, tu prétends des financements directement au fonds Sens. Combien demandes-tu ? Alors, à l'heure actuelle, notre besoin il est de 20 000 €. Donc, comme je l'ai expliqué, c'est pour financer notre propre plateforme de réservation. Donc pour le moment, on est référencé sur plusieurs plateformes. On a de plus en plus de clients qui viennent grâce à nos réseaux sociaux ou alors des clients qui viennent par recommandation d'anciens clients. Et donc du coup, on serait plus intéressé par passer en direct. Et est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails sur ton business model ? Comment tu gagnes de l'argent et par alors, canal ? Mon business model repose essentiellement sur le volume, puisqu'on va proposer des activités qui vont regrouper entre 7 et 8 voyageurs. Donc, nos coûts sont quand même assez bas, dans le sens où on a des coûts fixes presque inexistants. Le seul coût peut-être important qu'on va avoir, ça va être justement les guides qu'on va devoir rémunérer. Bien, merci beaucoup, Alimé, bravo. Avec plaisir. Merci Awa, merci Alimé. Alors on retrouvera tout à l'heure les 3 autres entrepreneurs qui vont eux aussi tenter de décrocher ce financement tant espéré. N'oubliez pas bien sûr de voter pour le projet qui vous aura le plus convaincu, puisque vous allez vous aussi décerner le prix du jury. Fin du suspense à 19 h.